Ma bad. All right. NBA haters, on est de retour pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. Alors, le petit rappel en début d'épisode, comme vous le voyez sur votre écran, on est sur différentes plateformes, du Facebook, du Instagram, le podcast Spotify, Apple Podcast, tout ça. Donc, merci, un gros merci à tous. C'est toujours ça, en fait. Merci à ceux qui écoutent, qui interagissent avec nous. Ça nous permet de faire ce qu'on fait ici. Aujourd'hui, alors, on a un petit épisode. Alors, on a deux personnes. Mon producer, Johan, avec nous. Ça va ou quoi, Johan? Ça va, super. All right, super. Et Mr. Callum, Mr. Lakers avec nous. Ça va ou quoi, Callum? Ça va, toujours. All right. Aujourd'hui, on ne parle pas des Lakers. On a un petit sujet intéressant dont on va parler pour vous. On ne parle pas des Lakers, on ne parle pas de LeBron. Voilà. Non, ouais, je rigole. On parle des Français en NBA. Justement, on fait ça pour la nation un peu aujourd'hui et parler un petit peu des différents joueurs qui sont passés par la NBA, des joueurs qui y sont encore et voir un peu qu'est-ce qui a marché ou pas dans certaines situations. Donc, j'ai hâte d'avoir cette conversation avec vous. Callum, tu sais quoi, je vais commencer avec toi. Et pour moi, quand on parle de Français en NBA, on doit revenir à la base quoi, et tout de suite commencer à donner un shout-out à Tariq Abdul-Wahad. Parle-moi un petit peu de lui qui arrive en NBA et ce dont tu te rappelles à ce moment-là, en fait. Alors, j'étais persuadé que c'était le premier à avoir joué en NBA, Tariq Abdul-Wahad, parce qu'en fait, si tu veux, il est arrivé en grande pompe. Il est arrivé, ouais. En France, c'était enfin un joueur français en NBA. Il est parti pour tout casser. Il est suffisamment athlétique pour la ligue, etc. Tu vois. En fait, en 1993, Antoine Rigaudot avait fait une saison à NBA. Antoine Rigaudot, waouh, ouais, t'es remonté loin là, mais oui, c'est clair. En fait, Abdul-Wahad, c'était quoi? C'est le premier qui a comme eu le premier Français qui a eu un peu vraiment de la hype là, c'est ça. Mais Rigaudot était là avant, là, faut lui donner son crédit quand même. Okay. Alors, ouais, si tu veux, Tariq Abdul-Wahad, c'était le premier à être drafté. Ok. Rigaudot, en fait, voilà. D'accord. Ouais. Parfait. Okay. Mais pareil, lui, tu vois, il avait fait les universités, etc. Donc, il avait fait tout le processus pour arriver, tu vois, NCAA, etc. Mais il était très athlétique, Abdul-Wahad. Rigaudot, c'était plus un shooter. Abdul-Wahad, il mettait des dunks, tu vois, c'était un gars plus athlétique. Il était déjà plus flashy, donc forcément, toi, en grandissant, tu te dis, bon, ok, je vais avoir ma chance. Ouais, c'est ça, en fait. Tu te dis, ok, let's go. Ouais. Donc, ça a ouvert la porte. Ça nous a permis de rêver, quoi. Après, c'était ouf. C'était juste ouf. L'arrivée de Wahad dans NBA, c'était... Non, c'était toute une révolution, quoi, tu vois. Donc, justement, je disais au début qu'il y a eu différents types d'expériences en NBA pour les Français. Je pense qu'il y a quand même un qu'on va mettre à part, ok? On va parler justement des différentes expériences par la suite, mais il y en a un qu'on doit clairement mettre dans une classe à part et c'est Tony Parker. Johan, vas-y, parle-moi un peu de justement, dans les grandes lignes, un peu, si tu devais décrire un peu ce que Parker a fait pour les Français, justement, en NBA. C'est le meilleur sportif français. Hein. On va pas carrément, se mentir. All time, ouais. All time pour moi. All time. Les fans de foot, les fans de foot, on va. Mais dans ma liste, tu vois, c'est il y a Zidane, bien évidemment, tu vois. Il y a Riner maintenant, mais Parker, ce qu'il a fait, c'est juste ouf. Dans une ligue. Il n'est pas pro-européenne, on va dire, tu vois, pour tous les joueurs européens qui sont passés. Son palmarès, mec, il a combien de bagues? Il a combien de bagues? 4. Il a 4 bagues, il est MVP des finales. Il est MVP des finales NBA, quoi. Le gars est MVP des finales, mon gars. Plusieurs fois All-Star. Okay. Et aussi, c'est un peu la raison pour laquelle ce groupe a commencé. Tony Parker. Parce qu'on n'était pas tendre avec lui, tu vois. Non, c'est clair. Alors qu'il gagnait déjà, tu vois. Non, c'est clair. On n'était pas tendre avec lui. Et non, Tony Parker, c'est un très, 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 très grand joueur de basket, point. Il est français, il représente les couleurs, il a gagné avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France, ouais. C'est vrai que, surtout à sa position en meneur, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui réussissent en meneur. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui donnent la chance à des meneurs.
Et ça, on va le voir, tu vois, un moment d'autres personnes, tu vois, d'autres Français qui sont passés. C'est assez dur d'être meneur et étranger et de réussir en NBA. Non, c'est clair. Donc lui, c'est pour ça vraiment. Oui, voilà, merci Yohan. C'est pour ça vraiment que je voulais le mettre clairement dans une classe à part. Et juste pour finir un petit peu sur Parker, tu as dit ce qu'il a fait en NBA. Quand tu vois en plus, même après le sport, là, tu vois, propriétaire de Lasvel au féminin et masculin. En fait, non, il a un autre niveau clairement. Donc voilà. Oui, vas-y, Karen, tu voulais dire quelque chose? Ben, je voulais rajouter quelque chose parce que pour moi, là où il est vraiment différent des autres. Et je me suis posé la question, est-ce que la différence, c'était pas justement parce qu'il était moitié américain, moitié français? Je m'explique. Wow. Vas-y. Je m'explique. Parce qu'en fait, si tu veux, il a la mentalité de par son père, en fait, c'est son père qui est... Oui, américain, oui. De par son père, en fait, il a la mentalité américaine parce que tu vois, les joueurs américains, c'est ça que c'est important de le dire parce que les joueurs américains, il faut voir. Quand ils viennent dans une équipe, ils viennent pour être le joueur principal de l'équipe. Et j'ai l'impression qu'avec nos joueurs français, ils viennent pour être des ailiers, des alliés. Des bons partenaires. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, comme il a grandi avec cette mentalité-là, il est venu pour tuer, quoi. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est la mentalité, la culture, en fait. La culture américaine, tu vois, de l'excellence, tu vois, et de toujours croire en soi, qui fait beaucoup la différence. Dans les rosters, tu vois, une fois que tu es drafté, tu vois, ils regardent un peu ta personnalité et tout, et ça compte, ça compte. Non, c'est clair. Merci pour ça. Et puis, son numéro qui est retiré pareil, premier Français qui a un numéro retiré dans une salle. Mais c'est extraordinaire, quoi. Parker, bref, en tout cas, de toute façon, bientôt, on va faire un autre épisode aussi sur les Spurs que je vais vous inviter à regarder là. Donc, c'est sûr qu'on aura le temps d'en parler plus en détail. Parker aussi, il y a eu quand même avec lui une génération de sportifs français dorés en NBA, la génération dorée des sportifs français. Je pense notamment à Pietrus, DR, Turiaf Batum. Parlez-en un peu, vas-y Calonne, parle-moi un petit peu de cette génération et un peu de l'impact. Tu as des joueurs qui ont été pas nécessairement des superstars comme Parker, mais qui ont eu un impact, des joueurs de rôle d'impact dans les équipes différentes. Là, vas-y, parle-moi un petit peu de cette génération. Alors, ça a eu un impact, mais juste énorme, en France et aux Antilles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis aux Antilles. Je me souviens à l'époque que je regardais ESPN, et en fait, sur ESPN, ils avaient fait une sorte de statistique qui mettait la Guadeloupe comme le pays, en termes de surface, le mieux représenté en NBA. Ouais. C'est quelque chose. Wow. Tu veux tous les nommer? Test. Tu veux tous les nommer ou pas? Alors, à l'époque, il y avait Gelabal. Michael Gelabal, ouais. Il y avait Petro. Ouais. Yohan Pietro. Petrus. Ouais. Yeah. Et c'est Turef, il est... Martinique. Non, Turef, c'est Martinique, ouais. Et Beaubois. Et Beaubois. Ouais. Et tu peux rajouter Moïso. Moïso, j'ai pas Moïso aussi. Et Moïso. Ouais, donc justement, Yohan, c'est bon, merci pour ça, Calonne. Yohan, justement, qu'est-ce que tu penses qui a fait la... Parce qu'il y a un moment, justement, à cette époque-là, la France, c'est comme une des nations étrangères les plus représentées NBA en termes de joueurs d'impact. Bon, maintenant, c'est le Canada, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était vraiment la France. Parlons un petit peu de l'impact de ces différents joueurs et qu'est-ce que tu penses qui a fait leur force, en fait? Je pense que c'est la génération dorée dont tu parles, tu vois. Batum, il vient un petit peu après, tu vois. Cette génération de duo, de Pietrus, tu vois, qui ont été super impactants dans leurs équipes, tu vois. Tu regardes un Pietrus, il a été drafté par les Warriors. Ensuite, il est parti à Orlando. Il a quand même été au final. Il a quand même été au final et c'est pas comme s'il était sur le banc, tu vois. Le mec, il défendait sur LeBron. Ouais. Le mec, il défendait sur LeBron, tu vois. T'as Dio qui est, moi, c'est un de mes joueurs préférés, tu vois, dans le style de jeu. On a vu ce qu'il a apporté à Phoenix. On a vu comment ça n'a pas marché et sa carrière aurait pu dérailler Atlanta. Enfin, je vais même pas parler de Charlotte, tu vois, parce que ça, c'est une autre dimension, tu vois. Mais genre, il part à Atlanta, tu vois, les gens sont là, mais on comprend pas son jeu, blablabla, le gars, il refuse des lay-ups, je sais pas quoi. Il part à Phoenix,
ça devient un monstre. Voilà. Ouais. Il cache Charlotte, tu vois, avec le contrat à Charlotte. Ouais. On dit qu'il est en perdition. Le mec, il va chez les Spurs. Spurs. Oh là 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 là. Attends, le mec, je me rappelle, en finale NBA, là, il défendait LeBron, le gars, il est au poste, il faisait des jeux. Enfin, c'était. Et tu parles maintenant, jusqu'à présent, tu écoutes des gars comme Raja Bell dans d'autres podcasts et tout, ils vont te dire les joueurs les plus smart, avec lesquels ils ont joué, là, ou qu'ils ont. Ouais, Boris Diaw, là, et son nom revient vraiment souvent. Calonne, toi, est-ce que tu as d'autres noms, justement? Par exemple, on n'a pas encore parlé de Joachim Noah, par exemple. Oui, vas-y. Ouais, pareil, Joachim Noah, faut en parler aussi. Même si sa carrière se termine un peu en autre boudin, mais faut se souvenir en fait qu'il faisait, il était dans un Big Three, les gars. Ouais, c'est clair. Il était dans un Big Three. C'est fou, quoi. Ouais. Tu vois. Mais il a eu son impact en fait sur la NBA pendant un moment. Plusieurs fois All-Star, défenseur de l'année. Exactement. Voilà, hein, ouais, c'est ça. Il avait fini top 3 au MVP, je pense, une année. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. On l'oublie un peu, mais il a joué son rôle. Il a accepté son rôle, il l'a joué. Bon, alors, il y en a qui ont un peu moins réussi, mais qui étaient là quand même. Tu avais des Alexis Aginsa qui ont quand même fait une carrière. En fait. Une carrière noble, quand même, oui, c'est clair. Ils sont allés jusqu'au bout de leur carrière, quoi, ces gars-là, tu vois. Johan Petro aussi, on l'a baladé un peu partout, mais il a fait sa carrière en NBA. Il a fait sa carrière, ouais, c'est clair. Ouais. Donc aujourd'hui, on voit la différence. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là, ils persistent, en fait, ils vont jusqu'au bout. Et voilà, malheureusement, il y en a qui carrière cut short, on pense notamment à Rudy B. Roddy B. Ouais, non, c'était clair. Merci pour ça, Calonne. Justement, allez, Yohan, parle-moi un petit peu de Roddy B. Si tu dois un petit peu revenir, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé en fait pour lui là? Si selon toi, tu dois me donner tes impressions, parce que il est talentueux. Il est, il est super talentueux. Disclaimer, je le connais. Donc, voilà, c'est le disclaimer qu'il faut faire. Moi, j'en ai pas parlé avec lui, mais je pense que c'est un cas. Tu vois, comme j'ai dit, Tony Parker, c'est un des meneurs c'est le meneur étranger qui a le plus réussi. C'est un peu dur, tu vois, de rentrer dans un système NBA. Et surtout, lui, il a eu pas mal de blessures. Il a eu pas mal de blessures. On l'a vu, tu vois, on regardait avant qu'on commence le podcast. Il était drafté dans la même draft que Stephen Curry. Si les Warriors, quand Stephen Curry se blesse, le mettre de côté ou n'ont plus confiance en lui, c'est peut-être pas la même carrière, tu vois. Bon, après, le talent, on va pas le retirer, hein, tu vois. Mais il y a un moment, il faut avoir sa chance et surtout, il faut avoir les minutes et son coach, tu vois. Donc, comment il s'appelle, son coach? Carlisle lui a fait confiance, tu vois, etc. Et je pense qu'il y a il est parti de la NBA, il est revenu plusieurs fois pour faire des try-outs, comme des essais, je pense, un peu. Des try-outs, tu vois. Et je pense qu'il y a un moment dans sa carrière, il s'est dit, je vais aller en Euroleague et je vais mettre le feu à l'Euroleague, tu vois. Et c'est ce qu'il fait. Tu vois. Et mec, moi, je me souviens, c'est quoi? C'est 44 points contre Stephen Curry ou 40 points? 40 points. Je pense que c'est au moins 40 points qu'il met à Curry, quoi, tu vois. Je peux te dire que mon drapeau était sorti, mon gars. Même si mon drapeau était sorti. Donc t'as des carrières comme ça qui dépendent beaucoup des coachs, hein, tu vois. Et c'est pas le seul. On a plus récemment, on a un Français qui est chez les Knicks, tu vois. On a Séraphin aussi, on n'en parle pas, mais lui, tu vois, quand même, c'est un très bon joueur, tu vois. Oui. Nando De Colo aussi. Quand tu as parlé de Roddy B, j'ai pensé à lui parce que lui, il tuait en Euroleague, là. Le mec, c'est une bête. Puis en NBA, tu sais, il a eu des bons passages par-ci, par-là, mais vraiment, voilà, les coachs qui ils te donnent pas l'opportunité. Au final, comment tu fais là? Non, c'est clair. C'est clair. On va. Parlons un petit peu justement de ceux qui sont là actuellement. Et par exemple, vas-y, Calonne, je vais avec toi. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ça ne fonctionne pas encore là, pour l'instant? Je pense à Ntilikina, je pense à Killian Hayes. Bon, c'est sa première année. Donc, c'est quoi le vrai challenge que les Français ils ont en ce moment en NBA, en fait?
Alors, c'est bien parce qu'avec les joueurs dans le passé, on a des exemples un peu de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a parlé notamment des Nando de Colo, par exemple, tu vois. Nando de Colo, et je pense aujourd'hui, c'est pour faire le parallèle, je pense aujourd'hui, c'est que les Français d'aujourd'hui, les jeunes qui sont arrivés, ne devraient pas faire. Être trop attentiste. Trop attentiste et ne pas prendre ne pas prendre le taureau le taureau par les cornes. En fait, Nando de Colo était un très bon joueur, mais j'avais l'impression que dans cette équipe d'Espérance, en fait, il laissait jouer les autres. Il disait, bon, du moment que je fais la bonne passe, tout ira bien. Clairement, en NBA, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut s'imposer. Et c'est le problème avec aujourd'hui Ntilikina. Et pareil, parce que on lui a donné sa chance. Et c'est ce que Nando de Colo n'a pas eu. C'est sa chance. Combien de chances on va lui donner à ce mec? C'est incroyable. Il arrive à sa run sur la fin de la run des Knicks. C'est-à-dire là, la prochaine année, ça va être décisif pour lui, là, je pense. Ouais, c'est clair. Voilà. Et aujourd'hui, Killian Hayes et Théo Maledon, c'est ceux vraiment sur qui ça va dépendre, vraiment. Parce que ce sont les plus talentueux de cette nouvelle génération. Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent, qu'ils soient trop attentistes. Ils attendent que le jeu vienne à eux, etc. Ils jouent tous les deux point guard. Il faut qu'ils apprennent à prendre le jeu en main. Et quand Théo Maledon est arrivé, ses premiers matchs, j'ai regardé, et il passait la balle. C'est bien, Théo, c'est bien, mais c'est pas sur les stat sheets. Et à un moment, ton entraîneur va te dire, bah, tu sais quoi, mets-toi à côté et laisse jouer quelqu'un qui prend des tirs. Voilà. Ok, wow. Mais je crois qu'il a compris ça parce que au fur et à mesure, là il est blessé, mais au fur et à mesure, tu voyais qu'il prenait plus de risques. Tu voyais qu'il prenait plus de shoots. Voilà. Et Killian Hayes, il a tout compris, il est arrivé tout de suite. Voilà. Il faut shooter. Et d'ailleurs, c'est ça, si on fait on n'a pas parlé de Evan Fournier qui est là aussi, mais qui paraît un shooting guard qui est. Evan Fournier, c'est quoi? C'est la deuxième option scoring de son équipe, quoi. C'est Vucevic, puis c'est lui après, normalement, là. Donc, lui, pareil, il a tout de suite été, il a été agressif. Tu vois la différence d'ailleurs quand il était à Denver versus quand après il est à Orlando et petit à petit, il a été de plus en plus agressif. Donc, c'est ce que tu conseilles aux meneurs, enfin, ceux qui jouent guard actuellement pour pouvoir percer, c'est d'être plus agressif. Après, il faut voir parce que tu dépends du système. Moi, ça me permet justement de transitionner sur un joueur qui, lui, du coup, voilà, c'est actuellement le meilleur joueur en NBA français. Pardon, quoique il est dans il est dans la conversation MVP maintenant. Il est dans la conversation du MVP. Donc, on va y aller avec lui. C'est justement Rudy Gobert. Yoann, parle-moi un peu de Rudy et qu'est-ce qui fait son succès là, justement, en NBA? Comme on dit, là, ils utilisent un terme qui s'appelle gravité, tu vois, dans le jargon, tu vois. Lui, il empêche les gens de rentrer dans la raquette, tu vois. Donc, il a l'effet inverse de la gravité. Tu vois. Et il a un apport exceptionnel sur cette équipe du Jazz, tu vois. C'est juste ouf. Et j'espère que ça va marcher avec Donovan Mitchell, tu vois. Parce que c'est vraiment là ils ont un tandem de fou. C'est clair. Mais justement, je regardais un match et il y avait un commentateur qui disait quelque chose qui était très juste. Il disait que c'est l'un des seuls pivots qui veut faire le pick, qui veut vraiment jouer le pick and roll à fond. C'est-à-dire que lui il va faire le pick et il va tout de suite, il va faire l'écran et tout de suite il va aller au panier. Certains vont faire l'écran et ils vont se mettre à côté et laisser le meneur rentrer. Exactement. C'est clair. Tu vois, et lui, il joue parfaitement. Ils ont joué contre les Lakers, on en a pris au moins, une dizaine de pick and roll. C'est clair. Mais vous savez déjà ce qui va se passer, vous les laissez faire quand même, quoi. C'est incroyable. Mais justement, vous avez une petite transition sur ça, parce que là, tu regardes le Jazz, ils sont dans la course, ils sont contenders là, cette année, là, tu vois. Donc, toi, fan des Lakers, là, comment tu te sens par rapport à eux, là? Parce que une des forces des Lakers, c'est d'avoir justement Anthony Davis dans la raquette, mais Gobert, là, il peut lui donner un peu de fil à retordre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense sincèrement que c'est l'équipe à surveiller. Les Jazz. Je pense que pour moi, c'est l'équipe à surveiller. Pourquoi? Parce que
les autres vont se taper entre les pattes. Et en fait, eux, si tu veux, ils sont plus forts dans leur conférence. Ce sont les plus forts dans leur conférence. Et je ne dis pas qu'ils auront un point doré jusqu'à la finale, mais voilà. Ouais, ça va pas être. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est bon à savoir. Ouais, donc, les gars, pour moi, non, c'est cool d'avoir échangé sur ça. Yoann, est-ce que il y avait peut-être un petit mention spéciale, quelque chose que tu voulais placer? Moi, je vais faire une mention spéciale aux Antillais qui sont arrivés en NBA, mon gars. Je vais faire une mention spéciale. Ça fait, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mention spéciale aux joueurs antillais qui m'ont donné des places pour aller voir des matchs NBA. Voilà, donc Michael Pietrus, si tu écoutes, mon gars, merci beaucoup pour ça. Parce qu'en fait, moi, je me souviens, et c'est une aparté, mais je me souviens, vous vous souvenez des tournois 3 contre 3, 5 Kids Challenge? 5 Kids Challenge, mon gars. Et moi, c'est là où j'ai découvert les Pietrus, en fait. Wow. Là où j'ai découvert les Pietrus, mon gars. Et c'est juste fou. Un autre joueur qui ne l'a pas été en NBA, que je voulais bien shout-out, c'est Morandé, qui a eu une très, très grosse carrière NCAA, si on peut dire que c'est une carrière parce que c'est amateur, entre guillemets. C'est juste fou. C'est juste fou, c'est ces gars-là qui t'ont montré au final que c'était possible. Non, c'est clair. À notre niveau. Yoann a surveillé le jeune Bégarin qui est en train de faire sa route en NBA. À surveiller. Donc, oui. D'ailleurs, voilà, non, c'est sûr qu'on va le surveiller. Un dernier shout-out, parce qu'on l'a oublié, mais on ne peut pas l'oublier parce que lui aussi, il pave the way, Batum. On n'en a pas parlé, mais il est encore là. Il est encore là, il fait encore son taf. Et un gros shout-out à Batum. Très bien. Très bien, tu vois, c'est ouf ce qu'il fait. En fait, vraiment, tu vois que les joueurs français, déjà, tu sais, ça, c'est un truc qu'on a un peu survolé, mais tu as la culture et tu as aussi les préjugés sur les joueurs français, tu vois. C'est la connotation soft un peu, c'est pas de ça que tu parles, hein? C'est ça. Tu as la connotation un peu soft, tu vois, que Parker n'avait pas. Au final, il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui l'ont, tu vois. Mais tu avais. Je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense que Moïso avait dit un truc genre par rapport à son numéro, le numéro 0. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en non, fait, que les gens avaient mal interprété. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'il ne pouvait pas aller plus bas ou je sais pas quoi. Tu te souviens de ça ou pas, Calonne? Ça m'a dit quelque chose. Il me semble que j'avais lu dans un truc. Tu vois, il y avait un truc que les Ricains n'avaient pas compris. Ils se disaient, attends, mais pourquoi le gars il doute en fait? Pourquoi le gars il est en train de douter? Tu vois, il est sorti de UCLA, tu vois. Pourquoi il doute? Et en fait, ça, en fait, c'est très important. C'est très important de comprendre que la mentalité la mentalité américaine, c'est genre, il n'y a pas de milieu, mon gars. Non, tu dois. C'est toi, t'es en haut. Attends les étoiles, là, c'est tout. C'est ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as beaucoup de gars qui reviennent et qui font des camps. Et c'est important. Parce que la France, c'est clair de give back. C'est clair. Mais avec la France, c'est bon, il y a des joueurs de ouf. Regarde tous les joueurs de l'INSEP qui n'ont pas été NBA, qui n'ont pas eu leur chance, tu vois. Mais comme Calonne disait, c'est une histoire de minutes, hein, mon gars. Donc, tu dois persévérer et aussi ce que Calonne disait, c'est maintenant, il faut voir la NBA comme. Je ne suis pas obligé d'être une superstar. Je suis déjà NBA. Je ne suis pas obligé d'être une superstar NBA. Je peux faire ma carrière et durer plus longtemps que, 4 ans et demi. Mais oui, la moyenne, Et continuer. Batum a une deuxième carrière, là. Regarde, c'est clair. Je veux quand même finir sur ce point suivant et je veux que chacun me donne un petit peu sa réponse. Parce que, Yoann, on a tous joué au basket plus jeune, là. Quel conseil vous donneriez aux jeunes Guadeloupéens antillais qui nous regardent en ce moment? C'est-à-dire que c'est quoi la meilleure route selon vous? Est-ce que c'est de faire le chemin, on va en France, on est d'abord aux Antilles, on va en France, on passe par l'INSEP, on se fait repérer, ou parfois de partir directement et si possible de faire l'université aux États-Unis, comme par exemple fait Turiaf ou Noah? Qu'est-ce que vous pensez quel conseil vous donneriez?
Je vais sur spot avec ça, mais. Alors, sincèrement, c'est difficile. Pour moi, il n'y a pas une bonne route. Pour moi, il n'y a pas une bonne route. Il y a juste une bonne étoile. Ah ouais, pour toi, c'est ça. Pour moi, il y a juste une bonne étoile. Et moi, le conseil que je pourrais donner, et parce que c'est un dernier shout-out que je vais faire, c'est à TLC. Ben voilà, c'est TLC, il est venu et pareil, il était là et il regardait jouer les autres. Et sincèrement, depuis 1 an ou 2, il commence vraiment à se prendre en main, à se dire, bon, ok, je ne serai pas un Larben Service. Voilà, il faut compter avec moi. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre la mentalité. Alors peut-être qu'il faudrait passer par NCAA justement pour avoir cette mentalité de tueur à l'américaine. Ouais. Mais il faut vraiment l'adopter, ça. Ouais. Okay, moi, je pense, merci pour ça, Kala. Vas-y, Yohan, ouais. Moi, je pencherais plus sur directement aller aux États-Unis. C'est compliqué, c'est pas facile de partir de sa famille et d'aller en high school, etc. Tu vois. Non plus, c'est pas donné financièrement. Mais c'est vrai que la mentalité, c'est un truc, c'est vraiment, il y a quelque chose que tu peux pas apprendre, tu vois, si tu vas pas. Si tu vas pas, mec, en fait, ça va être un truc de ouf. Mais moi, quand j'ai été, vu que j'ai vécu là-bas, franchement, mec, j'ai l'impression que tout le monde sait jouer au basket, mon gars. J'ai l'impression que tout le monde sait jouer, comme chez nous, tout le monde sait jouer au football. J'ai l'impression que tout le monde sait jouer au basket, mon gars. Et j'ai eu la chance d'aller voir des entraînements de high school, tu vois. L'intensité et des trucs de AAU, tu vois, au début. Et l'intensité avec laquelle les gars jouent, je comprends pourquoi nous, on paraît plus soft. Parce que même si dans notre jeu de Guadeloupéen et même Martiniquais, parce que c'est des ligues, voilà, j'ai joué un petit peu contre des Martiniquais, on est dur, tu vois, mais on n'est pas intense. Tu vois, tu vois la différence, genre, on va prendre des coups, on va, tu vois, genre boum, 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 mais genre, on n'est pas intense. Et les Américains, ils sont super, super intenses. Donc, les jeunes, si vous aimez le basket, franchement, écoutez vos coachs, ils ont souvent raison. Et 2, essayez d'aller faire des camps et essayez d'aller faire des camps là où ils jouent au basket. Hein. Donc, c'est ça en fait. Tu essaies de faire des camps aux US parce qu'il faut que tu ramènes quelque chose d'autre de ton jeu. Si tu as la possibilité, bien sûr, d'aller et apprendre franchement à dribbler, mec. Juste comment ils dribblent, c'est ouf. Genre, toi, quand tu dit, ouais, tu dribbles comme ça, eux, c'est bam, 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 bam. C'est ouf. C'est juste ouf. Tu vois. Donc, Et ne pas lâcher. Hein. Et ne pas lâcher parce qu'une carrière, si tu veux faire une carrière au basket, en fait, il y a beaucoup de ligues pro dans le monde. Non, c'est ça, en fait. Donc, on a tendance à l'oublier. Donc, les gars, merci pour ça. Franchement, super discussion. Donc, merci pour ça, les gars. On va se retrouver pour un nouvel épisode. Et puis, pour tous ceux qui regardent, là, n'hésitez pas à interagir. Dites-nous ce que vous avez pensé un petit peu de cette discussion sur nos Français en NBA. D'accord? Parfait. Allez, merci. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao, les gars. Merci.